moi j'ai un petit peu envie de parler d'animé également. Parce que... Oula, j'ai failli roter. Parce qu'il y a un docu de France TV Slash qui est sorti là récemment sur les animés et sur l'impact qu'ont eu les animés en France. Moi je vous propose qu'on regarde ça. C'est un docu en 4 parties. J'ai pas regardé les 3 autres parties, mais là, ce qui m'intéresse le plus, c'est que les 3 premières parties ont l'air très explicatives sur l'histoire de l'animation japonaise, tout ça de manière générale. Ce qui m'intéresse le plus, c'est cette seconde partie, cette 4ème partie qui dure une 30aine de minutes. C'est un docu, voilà, 30 minutes par épisode, tout ça. Et cette 4ème partie, elle m'intéresse beaucoup parce que c'est l'impact de l'animation japonaise en France particulièrement. Et moi, ça m'intéresse de fou parce que clairement, moi, je suis tout à fait pour de voir l'impact qu'il y a eu par rapport à ça, quoi. Alors, la qualité, on va revenir dessus. Pardon, mais automatique, c'est quoi cette merde? Mais moi, ça en 1080p quand même, je m'en fous de la nature. Ah, et belle table. Dans les animes et dans les Anaïs! Et ben voilà, c'est déjà un excellent documentaire puisqu'il y a Anaïs Chevillard qu'on a reçu dans l'émission Ragebait, qui était là dans le chat hier, parce que j'avais dit que je faisais ce react là hier, finalement j'ai pas eu le temps, enfin voilà, bref, j'étais un peu trop fatigué. Anaïs Chevillard, donc vous avez déjà vu dans Ragebait, qui a travaillé sur un peu de tout, parce qu'elle a travaillé sur Wakfu, Miraculous Ladybug, un peu sur Arcane, là elle travaille beaucoup chez Bobby Pills, d'ailleurs, les gens, le projet Jim Queen, du premier long métrage de Bobby Pills, pendant un moment on se disait putain ça va peut-être pas le faire, etc. Finalement il y a eu une lancée absolument impressionnante et ça fait que finalement le projet se fait, donc trop bien, et clairement, enfin voilà, soutenez tous les projets de Bobby Pills, ils font vraiment du super contenu. Du vrai. Il y a du vrai. Il y a des situations... Bon alors on passe de Anaïs à Inoxtag, c'est pas nécessairement le bon parti quoi. Dans les animes et dans les mangas, il y a du vrai. Il y a du vrai, il y a des situations choquantes, marquantes, des fois il n'y a pas de filtre, il y a quelque chose de sincère. Attendez, je vais juste recadrer un petit peu. En plus là ça met Tokyo Godfather, film de Noël absolument incroyable, puisque c'est déjà pour moi c'est le meilleur film de Satoshi Kon, il en a fait que 4 mais celui-là est excellent. Satoshi Kon d'ailleurs c'est fou parce qu'il est mort il y a 15 ans je crois maintenant. Et pour moi enfin c'est vraiment quelqu'un, il faut pas l'oublier, faut pas oublier ce qu'il a fait. Et je sais qu'il y a des gens d'ailleurs, pour revenir sur la discussion sur les classiques, qui parlaient notamment du fait que c'était un producteur je crois japonais qui disait putain mais les gens commencent un peu à oublier Satoshi Kon actuellement. Et je trouve ça vraiment dommage parce que il a donné des chefs-d'œuvre comme Perfect Blue, Paprika, Minimum Actress je suis pas tout à fait fan mais j'aime bien. J'ai énormément sa série Paranoia Agent, j'aime beaucoup ce qu'il a fait également sur Memories, enfin voilà, et personnellement je trouve que son meilleur cru c'est Tokyo Godfather parce que c'est son film le plus simple également, enfin c'est vraiment exceptionnel, et clairement regardez Tokyo Godfather quoi. Il y a des bonnes valeurs, notre génération elle aime ça je pense parce qu'il y a des comparaisons très fortes avec le monde réel. Ils peuvent transmettre plein de choses sur des situations qui existent dans notre quotidien, sur des messages forts de la société. Je suis convaincu que les animes ça peut changer une génération. Avec sa montre qui shine en plus quand il dit ça. Ils peuvent transmettre plein de choses sur des situations qui existent dans notre quotidien, sur des messages forts de la société. Je suis convaincu que les animes, ça peut changer une génération. Ça m'a attiré l'œil à instant. Mais pourquoi Inoxtag? Bah tout simplement parce que c'est un fan d'animé et que bah il faut un peu quand même attirer un public jeune sur ce genre de documentaire. Moi de ce que je sais hein, des 3 premiers épisodes, apparemment ils sont très bons. Ça résume très bien toute l'histoire de l'animation japonaise, etc. Et bah tant mieux, moi c'est juste que j'ai lu des tonnes de bouquins sur l'histoire de l'animation japonaise, Astro Bot, des trucs du genre Le Serpent Blanc, etc. Voilà quoi, surtout Ultra Batos qui dit ouais mais après bah c'est un sentiment, en fait moi ce que je trouve bien c'est que c'est le témoin, enfin c'est un peu comme une sorte de micro-trottoir, mais avec quelqu'un qui est turbo connu quoi, j'ai envie de dire. Sur First Frame, très beau générique d'ailleurs, ah, évidemment il y en a faux, j'ai envie de dire. Farkovo, visiblement... Ah mais c'est que des... Ah, parce que c'est pas des vrais animés entre guillemets quoi, c'est que un truc qu'ils ont fait pour ça, visiblement. Ah, c'est marrant. C'est marrant de jouer sur un hommage en fait, j'ai envie de dire. Là c'est du Evangelion, Colastran. Colastran, je sais pas. Mais bon bah là le logo c'est du Akira, enfin voilà. J'ai l'impression déjà que le documentaire va être 100 fois mieux que le documentaire de merde sur Netflix qu'il y avait. Il y avait un documentaire sur Netflix sur les animés, et en fait il faisait que parler des animés Netflix.
Et tu peux que être en mode, mais va te faire enculer, parce que tout ce que tu montres là, c'est juste des docus, parce que vous voulez montrer que vous faites des animés sympas sur Netflix, quoi. Va te faire enculer. Et juste le seul animé qui est un peu bien représenté quand même dedans, c'est Evangelion, parce qu'évidemment, il y a besoin de parler d'Evangelion si on parle d'animation japonaise pour beaucoup de documentaires et selon beaucoup d'axes historiques du documentaire sur les animés. Mais parce que ils ont les droits sur Evangelion, quoi. C'est ça qui est dommage. Je suis désolé pour le truc de luminosité là, ça fait que s'assombrir à chaque fois que je vais play, enfin. Voilà. L'animé avant, ça a été en France associé très très vite au dessin animé et donc à quelque chose qui était réservé aux enfants. Maintenant, je sais pas s'ils vont parler des animés des années 1910-1920. En fait, dans la première partie, ils parlent vraiment de tout ce qui est animation en noir et blanc, etc. Là, je veux vraiment me focaliser juste sur la partie de l'inspiration de l'animation japonaise en France particulièrement, parce que je pense que cette thématique-là, elle peut plus intéresser les gens, évidemment, quoi. On le voit, les mentalités ont complètement changé. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes connues, de célébrités, qui ont une audience et qui ne se cachent plus, entre guillemets, pour dire « j'aime l'animé ». Pour moi, l'animé a vraiment explosé sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, les gens regardent ça en ligne. C'est devenu mainstream. Mais quand j'étais jeune, c'était bien plus confidentiel. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un vrai truc où, effectivement, l'évolution de regard qu'on a sur les animés, il a énormément changé, principalement parce que là, c'est devenu un média de masse, quoi. Mais pourquoi c'est devenu un média de masse? Alors, nous, il faut savoir qu'en France, on a eu une sorte d'avance, en fait, sur les Américains, parce que pour les Américains, Dragon Ball Z, c'est quelque chose des années 90, quoi. Ils se sont pris la vague Dragon Ball bien après, et ils se sont pris la vague, en fait, courant des années 90, alors que nous, on se l'est pris dans les années 80, parce que, il y a eu toute l'affaire avec le Club Dorothée, qui a acheté à bas coût, à l'époque, ces animés-là, et aujourd'hui, depuis particulièrement que les États-Unis, aux États-Unis ça a pété, qu'il y a des gens qui se partagent ça sur Internet, et qui se partagent ça dans une culture weeb, etc., notamment également grâce à l'influence de tout ce qui est jeux vidéo japonais, où y a des artistes qui font le lien entre les deux, tout ça, ça fait que aujourd'hui les animés c'est quelque chose d'extrêmement populaire, mais pendant un temps c'était pour les nerds, c'était pour vraiment les gens un peu laissés pour compte. Nous en France on a quand même cette avance là, où pendant quelques années c'était vu comme étant quand même un petit peu plus cool que les autres, quoi. Moi je dirais les 15 ans quand ça hit fort, quand ça hit internet fort avec tous les fansubs. Ouais, c'est ça, en fait, depuis effectivement une quinzaine d'années, avec vraiment tout ce qui est animation, tout ce qui est animation sur internet, avec le streaming, etc. Moi, je me souviens que quand j'étais gosse, je regardais je regardais des épisodes de Inazuma Eleven, parce que j'étais ultra fan de Inazuma Eleven, et c'était avec des fansubs un peu dégueulasses, et en fait forcément quand tu vas sur les sites de fansubs illégaux, tu vas voir également d'autres animés à côté. C'est comme ça que j'ai découvert des Death Note, c'est comme ça que j'ai découvert également Cowboy Bebop, enfin plein d'animés comme ça, et c'était purement des trucs d'adolescence, où en fait tu regardes les petits animés que les gens te conseillent, et tu regardes aussi les animés qui sont dans le top de tout ce qui est fansubé, etc., quoi. Fansub de Kaiji, oui, mais le fansub de Kaiji, il a été extrêmement nécessaire pour énormément de gens. Enfin, c'est pour ça que j'ai l'impression quand même que la culture animée, c'est d'ailleurs quelque chose qui a été observé par rapport au pass culture, c'est-à-dire que le pass culture, en fait, ça a permis à énormément de jeunes d'acheter uniquement des biens culturels, et de voir qu'est-ce qu'ils faisaient de ces biens culturels-là, qu'est-ce qu'ils faisaient de cet argent-là, et vers quel bien culturel ils allaient. Et en fait, ce que ça a prouvé, c'était que majoritairement, les gens qui utilisaient le pass culture, ils allaient acheter l'intégrale de Berserk, par exemple, déjà parce que c'est à peu près, ça coûte à peu près le prix du pass culture, enfin le montant du pass culture, mais surtout parce que ils se disent, moi, instantanément, j'ai de la thune pour la dépenser dans de la culture, je vais acheter des mangas. Et c'est quand même une grosse preuve que les gens vont généralement acheter ce genre de bouquins-là, plutôt que d'acheter des bouquins plus, entre guillemets, traditionnels, type des romans. Mais ça rentre dans le cadre de la culture, ça rentre dans le cadre où, quand tu donnes le choix aux gens de ce qu'ils ont envie de consommer, ils vont principalement consommer, entre guillemets, bien sûr, parce que j'aime pas le terme consommer, des mangas, et principalement ça, quoi. On blâme les jeunes du manga alors que le vrai ennemi c'est le capitalisme qui rend tout ça inaccessible hors pass culture. Bien sûr, c'est pour ça que il faut pas non plus, c'est pour ça que c'est vraiment un art de masse,
un média de masse, hein, particulièrement les mangas, et il faut pas non plus se dire que le temps où c'était vu comme quelque chose de nerd, etc., est révolu. C'est d'ailleurs un truc très intéressant, enfin très marrant, par rapport aux jeux vidéo. Là actuellement il y a beaucoup de gens qui parlent des Game Awards, tout ça depuis quelques temps, et pendant un moment il y avait les Game Awards en 2003, alors c'était pas tout à fait les Game Awards tout ça, mais je sais plus si c'était en 2003 ou en 2004, mais voilà, c'était cette image là que j'avais vue sur Instagram. Oui, va sur Instagram, je m'en fous. Mais c'était cette image-là que j'avais vue, et je la trouvais très très pertinente, parce qu'en fait, elle montrait que aux Game Awards, il y avait des tonnes de jeux vraiment qui sont devenus aujourd'hui des chefs-d'œuvre, hein, clairement, qui sont devenus aujourd'hui des grands jeux vidéo, et qu'à l'époque, le jeu vidéo qui est devenu le Game of the Year, c'était Madden 2004. Et t'es là en mode, mais qui se souvient de Madden 2004? Enfin, ça fait très états-unien. Alors qu'en face, t'avais du Wind Waker, t'avais du Knights of the Old Republic, j'étais à Vice City, Soul Calibur 2, Pokémon Ruby et Saphir, Mario Kart Double Dash, Beyond Good and Evil. Ça, c'est Aria of Sorrow, c'est ça? Je crois que c'est Castlevania Aria of Sorrow. Et en fait, à l'époque, tout le monde disait, mais parce qu'à l'époque, ce qui était vu comme étant des bons jeux vidéo par le grand public, et ce pourquoi tu ne te faisais pas taper à la cour de récré, c'était quand tu regardais quand tu jouais à Madden, et c'est tout quoi. Sinon c'est clairement on s'en branle en fait de tout le reste. Donc bon, ouais, c'est Aria of Sorrow, mais c'est pour ça que l'évolution elle a été stratosphérique également pour le milieu du jeu vidéo, avec vraiment ce truc où à l'époque il y avait que quelques jeux comme les Madden, comme les FIFA, comme les Call of Duty, comme les GTA également bien sûr, pour lesquels tu ne te faisais pas taper. Et à l'époque, pareil pour les animés, t'avais vite fait des animés où si tu disais moi quand j'étais gosse je regardais Pokémon et c'était rigolo, mais si t'étais ado et que tu commençais à dire moi je regarde encore Naruto, des trucs du genre, là tu te faisais un petit peu taper quoi. Et ça a évolué bien sûr avec le temps, hein. Je pense que je regarde des animés tous les jours, que ce soit le matin avant d'aller à l'entraînement, même le soir avant d'aller dormir. Donc là encore le côté micro dessin par exemple, là c'est un dessin d'animé avec Paid, les persos de One Piece comme les filles. C'est le tatouage que j'ai déjà fait à mon avant-bras, vous pouvez le voir ici. Dans tous les secteurs. Ça pareil les gens, l'explosion des tatoueurs qui ne font que faire des cases de manga, c'est quand même un truc où c'est pareil, c'est un symbole culturel où il y a des gens, ils sont spécialisés là-dedans, il y a des gens, ils ne font que ça. Il y a des gens, en fait, tu vas les voir en tant que tattoo shop ou des trucs du genre, et tu dis, je voudrais me tatouer une case de manga, et ils te disent, ok, et voilà, et ils te font n'importe quel style, et voilà, parce que c'est quand même parfois assez simple à dessiner et tout, les tatouages Berserk, les tatouages Naruto, les tatouages One Piece, avec spécifiquement quelques cases, etc. Évidemment, et pareil pour les tatouages Ghibli également, hein, bien sûr. C'est fascinant comment le fan d'animé est passé du gamin enfermé dans les vestiaires au mec qui enferme les gamins dans les vestiaires. En vrai, c'est pas nécessairement des bullies non plus. Ça va à ce niveau-là. Mon tatoueur à tour, c'est ça. Bah ouais, mais il y a énormément de gens où ils font vraiment que ça, quoi. Le problème, c'est que ça tourne toujours autour des 5 mêmes heures. Bah oui, mais et même là, je sais pas si c'était nécessairement par rapport à ce truc sur les tatouages, mais les tatouages vraiment de cases d'animé, c'est toujours effectivement les mêmes tatouages, c'est toujours... Moi je connaissais un pote qui avait un tatouage le tatouage de Berserk là sur le cou, je connais des gens qui ont vraiment des grandes cases de manga quelque part. Moi je sais que pendant un temps je voulais avoir genre l'explosion de la première case d'Akira là sur le dos, un truc du genre, finalement je l'ai pas fait, mais il y a des gens comme ça qui veulent vraiment avoir des cases de manga parce que ça leur représente bien quoi. Et je sais que moi typiquement j'ai pas beaucoup de tatouages qui sont des références à de la pop culture, mais je comprends tout à fait l'attrait d'avoir vraiment des tatouages de cases qui t'ont marqué. J'ai des potes qui vraiment avaient ce genre de projet là, qui les ont menés à bien, et tant mieux pour eux, et voilà. Mais c'est vrai que le truc c'est que y a énormément de tatouages par rapport à ça, alors que les tatouages Kingdom Hearts, ta gueule poisson, parce que tu connais très bien tu sais que j'ai un tatouage qui effectivement fait un petit peu penser à Kingdom Hearts, mais en fait, moi, le truc, c'est que ma vision des tatouages, c'est que j'ai pas envie de faire des références à des œuvres culturelles, principalement parce que j'ai pas envie que ça soit imprimé sur moi. Par contre, j'ai quand même un tatouage qui est directement inspiré d'une œuvre culturelle. Est-ce que je vais pouvoir le montrer ? Non, je vais pas pouvoir le montrer comme ça. Mais j'ai un tatouage, en fait, c'est le poulet avec une poulet au milieu dans Monkey Island, parce que c'est une œuvre que je kiffe et je trouve que c'est très très rigolo de l'avoir comme tatouage.
Et voilà quoi. J'ai pas de tatouage Shadow, j'ai pas de tatouage Sonic, mais j'ai des tatouages qui sont inspirés d'œuvres que j'aime bien quoi. Si on regarde un petit peu, alors attendez, je vais peut-être retirer. Oula, attention. Mais voilà. Mais c'est vrai que j'ai des tatouages, genre typiquement j'ai ce tatouage là qui est une épée qui est pas mal inspirée de Final Fantasy XVI. J'ai, il allait sortir sa tome, mais non. J'ai un tatouage également ici. Alors attendez, je vais me mettre en mode discussion quand même pour le montrer. J'ai un tatouage ici et pareil, c'est inspiré de Ifrit dans Final Fantasy XVI. Sinon sur mon autre bras, est-ce que j'ai des tatouages en référence à des trucs? Pas tellement en vrai. J'ai un peu rien en référence à des bails. Mais c'est juste parce qu'il y a des trucs que je trouve jolis quoi. Ifrit, ouais c'est ça, c'est une référence à Ifrit de FF16, et je sais que genre typiquement j'ai aussi une sorte de cathédrale ici, on la voit un petit peu mal parce que c'est un peu délavé et plus la lumière tout ça, mais elle est en référence un peu au style de Amano et tout, parce que j'adore le style de Amano, mais sinon j'ai pas grand chose qui fasse des références vraiment directes à des œuvres quoi. Et je sais que j'ai un tatouage aussi, pareil, je peux pas le montrer, il est vraiment sur ma cuisse, de toute façon tout est mis vraiment tout est mis sur mon Insta. Mais j'ai un tatouage en fait c'est en référence à Promare, mais c'est une référence un petit peu où c'est juste des formes géométriques etc, et il faut vraiment savoir que c'est une ref à Promare pour comprendre quoi. Donc bon, c'est ça ma mentalité avec les tatouages, c'est que personnellement j'ai pas envie d'avoir une œuvre culturelle, enfin une référence très directe. Je l'ai fait là pour Monkey Island, mais c'est vraiment la seule où je me dis bon ça c'est pour l'avoir comme ça quoi. Moi j'ai une cathédrale orthodoxe dans le dos comme John Wick. On peut voir des personnalités qui s'ouvrent sur leur amour de l'animé. Donc là, il y a Ace, franchement, le GOAT dans One Piece. L'animation japonaise. Et après, vous allez me dire que ma take sur les classiques du cinéma, comme quoi c'est très merchandising, c'est pas vrai. Bon, bref. Évidemment que ça a connu un énorme engouement grâce aux réseaux sociaux. Ça donne peut-être l'impression que ça prend que maintenant, mais c'est juste qu'il y a une plateforme commune à tout le monde pour pouvoir s'exprimer et partager à propos de sa passion. Ce public fan d'animé. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un truc où tout le monde en fait était ultra fan d'animé dans leur coin, et là, Internet a permis de tous les rassembler, quoi. C'est là que Internet est quand même... Pour moi, c'est la dernière grande révolution de l'humanité. Enfin, récemment, tout le monde parle de l'IA, mais vas-y, niquez vos mères. La dernière grande révolution de l'humanité qui a permis vraiment de rassembler les gens, c'était Internet, quoi. L'animé, cette communauté, elle se retrouve avec un engagement très fort sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. Il y a des discussions qui se créent, il y a des débats. Tout ça permet d'alimenter un monde qui était à la base tout petit dans une chambre ou une cour de récré et l'ouvrir au reste du monde, et je trouve ça hyper beau. Donc aujourd'hui, ouais, à l'ère des réseaux sociaux, c'est plus mainstream que jamais. Are you kidding? Tony, Super, la sioniste. Donc en fait, l'animé maintenant n'est plus du tout clivant, on est sur des personnalités qui s'intéressent au contenu, à l'histoire, au scénario, aux personnages, finalement à la création dans sa forme la plus pure. On voit aussi des célébrités ou des personnalités publiques qui en parlent. Megan Thee Stallion, comme tout un tas de gens, en parle tout le temps. Oui, pour le coup, elle est super fan, elle fait du cosplay. À chaque Halloween, en fait, elle fait un cosplay, notamment, je crois qu'elle a fait un cosplay de Jolene dans Jojo, si je me trompe pas, des trucs du genre. Et à chaque fois, c'est des cosplays de persos d'animé et tout ça, mais parce que il y a aussi un rapport purement esthétique à l'animation, où les gens sont fans d'animé, et du coup, ils se disent, putain, mais en fait, esthétiquement, il y a quand même un truc qui se passe, et c'est pour ça qu'il y a des gens comme ça, ils sont pas nécessairement gros fans d'animé, mais il y a un truc où enfin, comment dire, il y a un truc où juste esthétiquement, ça a quand même de la gueule, quoi. Aujourd'hui, quand tu dis animé manga, même ta tante, ton père, ton grand-père, sait de quoi on parle. Après, les grands-parents, je pense que c'est un peu plus dur quand même. J'en ai deux en crochet. J'ai Goku et j'ai Petit Brigitte. Oui. C'est pas de l'amour, ça. Brigitte. On était très peu à avoir ce déclic de dire cette culture-là Les 10 000 oui qu'il y a là sur le côté, ça me fait... qu'on est en train de voir, c'est assez incroyable. On pouvait pas imaginer que ça allait exploser comme ça, que ça allait être autant reconnu. Et puis ça, c'est des vrais dessins de Toriyama qu'on a encadrés spécialement pour moi. On a fait des photocopies, en fait, des copies, pour me remercier de mon travail, c'est chouette. Dragon Ball fédère, en fait.
Il fédère les acteurs, les comédiens et les familles. Et c'est un truc de fou, on a une proximité incroyable. J'ai une communauté extraordinaire, faite de familles, de grands dadais, de papas, de mamans, d'ados, de petites filles, de petits garçons. Là maintenant, l'animé devient quelque chose qu'on partage. J'ai 400 000 sur son mur là, ouais, non, mais j'imagine pas j'imagine pas le prix que ça peut avoir, hein, bien sûr. Hein. Il y a eu un soft power pour ça. Non mais évidemment, bien sûr. Et j'ai toujours l'image de Brigitte faisant un Kamehameha avec Gabriel Attal en tête. Non mais les gens... Après, moi, de ce que j'ai compris, ils ont un peu été piégés pour faire ce genre de truc-là. Mais c'est des infos viteuf que j'ai pu avoir, c'est que c'était un peu une sorte de piège qu'il y a eu autour de ça. Mais bon. Famille. Et donc, on s'aperçoit que le spectre du public devient beaucoup plus large. Moi, je dis toujours Dragon Ball, c'est la vie, mais les animés, c'est ma vie. Ouais. Inoxtag. Ah, c'est... Ah, pardon, hein, mais... Moi, je dis attendez, toujours je vais Dragon quand même Ball, c'est la vie, mais montrer les ça animés, parce que moi, ça c'est me... ma vie. Mais on est d'accord que c'est... Enfin... Ah, c'est immonde quand même, ces paires de chaussures, là. C'était pas belle, hein. Quand j'ai regardé Dragon Ball Z, et que j'ai vu Goku sur Namek qui était à 2 doigts de mourir et qui se relève, qui se transforme en Super Saiyan, j'ai dit ok, c'est un autre game les animes. On va parler d'animé. Ouais. Bah oui, ça fait si longtemps. 2020, putain, il avait l'air ultra jeune en 2020. J'ai noté que j'ai une attache particulière pour les mangas et qu'ils m'ont éduqué. Ils ont fait ce que je suis aujourd'hui, notamment par le biais des héros principaux de... Et on ose me dire que j'ai tort quand je dis que Naruto était une erreur. Non mais c'est pas Naruto. De toute façon il aurait été fan de manga, peu importe ce que c'était quoi. Naruto a été quand même un truc super sympa pour plein de gens, enfin voilà quoi. Et shonen. L'esprit shonen, il y a plein de choses. Il y a le dépassement de soi, il y a l'esprit d'équipe, il y a s'intéresser aux autres. Le cœur de la chose, c'est le dépassement de soi. Vu que le cœur est pur, dans la détermination à arriver à un certain objectif, on va se faire des camarades et on va comprendre la valeur de l'amitié. Oh. Ce qui est cool aussi, c'est que les mangas, ça nous unit. Ta gueule, encore une fois, ça c'est l'esprit shonen. C'est tellement global, il y a essayé de devenir meilleur qu'hier, et c'est ça qui est beau. Le toit du monde, 8800 mètres à gravir. Un entraînement de toute une vie que je dois faire en un an. C'est vrai que c'est à cause de l'esprit shonen, ça. Ça soit un échec. C'est vrai que l'esprit shonen était une erreur, en fait. Une réussite, quoi qu'il arrive, rendez-vous en 2024, au pied. Compatible avec l'esprit business droitard. Ouais, je suis un peu d'accord. Enfin, je trouve qu'il y a un truc où l'esprit shonen, je trouve qu'il est trop repris dans un côté très dev perso. Ça, vous avez bien raison dans le chat. Mais je trouve que ouais, l'esprit shonen, c'est vraiment un truc où ça a été une première erreur des animés. Hein. C'est vraiment quelque chose où, pour moi, en fait, tout le monde le reprend comme regardez. Mais après, ça, c'est des trucs de dev perso où ça reprend des trucs, des histoires vraies et des histoires, pour le coup, très touchantes, bien sûr, de darons qui ont tout mis de côté pour leur fils, des trucs du genre. Mais en fait, sans adresser le problème général. Et c'est pareil quand t'as, par exemple, des cagnottes qui sont faites pour aider quelqu'un qui a une maladie, quelque chose du genre, ça se fait beaucoup aux États-Unis, et de dire regardez, c'est extrêmement touchant, en fait c'était quelqu'un qui a un cancer et il manquait de mourir, et en fait il a fait une vidéo rigolote sur internet et tout le monde a donné de l'argent sur son GoFundMe. Moi je trouve ça vraiment nul à chier parce que évidemment que c'est très bien pour la personne, mais pour moi ça montre que le système tout entier il est défaillant quoi, et qu'il faudrait interroger le système pour que des gens comme ça n'aient pas à charbonner pour pouvoir faire et à faire des GoFundMe pour pouvoir survivre quoi. Ce qui est dommage parce que c'est le beau message et en vrai ça peut être bien tourné, mais ça a clairement été pris du mauvais côté. Je trouve le côté esprit shonen ça a vraiment trop mal perduré, je trouve, et évidemment que c'est quelque chose qui permet de se motiver, qui permet d'aller de l'avant et de se lever le matin de manière générale, de commencer à faire des défis personnels. Moi je sais que j'ai couru un marathon, donc évidemment que j'avais ce côté parfois esprit shonen dans la tête, et ça m'a fait du bien de courir ce marathon là. Maintenant ça devrait pas être non plus l'alpha et l'oméga quoi, c'est un peu ça le truc. Il fallait aussi expliquer d'où me vient cette envie de me dépasser, d'où vient surtout cette envie de devenir meilleur. Meilleur que simplement celui que j'étais hier. C'était important pour moi. Bon, après les gens trouvent leur motivation là où ils trouvent quoi, c'est ça le truc, et au moins le côté esprit shonen ça te permet de découvrir des œuvres quoi. Je relativise.
La Japanimation, elle est devenue tellement populaire, accessible, que du coup, c'est une culture qui, aujourd'hui, j'ai l'impression, appartient à tout le monde. C'est plus une niche. Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Yolé Nakama, ravi de vous faire une vidéo où vous allez peut-être chialer. C'est quelque chose de très très récurrent dans les épisodes de Japanime. Moi, quand je me fais exploiter à mon taf, mais esprit shonen, faut rien lâcher. Bah oui, c'est un peu ça le problème, quoi. Moi, je pense que d'ici quelques années, il y aura des managers toxiques qui vont commencer à voir des jeunes et dire c'est bon, esprit shonen là, tu bosses jusqu'à 22h et puis voilà quoi, bon, ça va quoi. On peut regarder, c'est aller chercher. Rofio en parle dans son bouquin sur les mangas de sport et la radicalité d'Ashita Nojo sur le sujet. Bah oui, mais en plus, Ashita Nojo, moi du peu que j'en connais, parce que j'ai regardé, je crois, quelques épisodes de l'animé à l'époque, enfin du vieil animé là des années 60, là je sais plus. Mais c'est un truc qui a été repris par les travailleurs d'extrême gauche pour vraiment se révolter, quoi. Il y a eu un vrai effet sur la société japonaise à ce moment-là, grâce à ce manga-là, qui a été un peu la pierre angulaire de tout ça. Mais tout comme à chaque fois, je sais pas, il y a des œuvres culturelles qui peuvent émerger, qui mettent un petit peu tout le monde d'accord, et où en fait c'est pas nécessairement que l'œuvre culturelle elle va créer un engouement. Je pense typiquement à V pour Vendetta, avec les gens qui reprennent le masque de V pour Vendetta, ou même au personnage du Joker, particulièrement dans le film de Todd Phillips, où effectivement les gens en fait reprennent ce symbole là, mais de toute manière il y avait une révolution, c'est juste que le symbole permet de rendre encore plus fort cette révolution là. Ses rêves, aller chercher la différence, aller chercher ce qu'on n'attend pas de nous. Et donc je crois que ça c'est quelque chose qui a donné beaucoup d'élan et beaucoup de courage à tous ceux qui lisent et regardent et qui en ont fait des nouveaux métiers et qui le propagent à leurs audiences. Je pense que ça c'est un gros marqueur de communauté. Chacun a son rêve et si on a envie de rêver et qu'on a envie de faire des choses, faut le faire, faut essayer et ça sera ça notre One Piece. Le One Piece. On voit de plus en plus de studios d'animation occidentaux reprendre des esthétiques propres à des animés japonais jusque-là et les utiliser pour des demandes de publicité, de clips musicaux, par exemple Gorillaz avec The Line ou Fortiche Productions. Et voilà, c'est quand même un style animé très inspiré du Japon parce que les fans enfants ont grandi. Et même si Gorillaz en plus c'est un peu à la frontière où ça a été aussi pas mal inspiré du coup de la BD anglaise, tout ça évidemment. Maintenant faire leur propre animation et devenir animateur à leur tour. Ah voilà, l'Angleterre. Et les gros chats. Bonjour. Bonjour, ça va? Voilà. The Line, c'est un studio d'animation. Ah, okay. C'est comme ça qu'il a débuté. Ça fait partie. Justement, il dit que bien que c'est une œuvre de référence des luttes des classes, il est important de ne pas oublier que le discours d'un boxeur pauvre qui montre l'ascension sociale en plein essor du libéralisme japonais. Ben, bien sûr. Après, voilà, c'est repris, quoi. C'est ça le truc. De son essence. Au départ, nous étions un groupe de 6 réalisateurs. Et on s'est réunis en collectif pour faire les films que l'on avait envie de faire. Mais ils ont fait quoi, The Line, des pubs ou des projets qui nous enthousiasmaient. Nous finançons et développons nos propres licences en format long, tout en étant sollicités pour du contenu commercial et marketing. Généralement en 2D, mais aussi avec un peu de 3D ici et là. En vrai, est-ce que Arcane s'inspire tant que ça de l'animation japonaise, même si ok, y a forcément des artistes inspirés de Fate, j'ai pas l'impression que ça transpire de fou dans l'œuvre. En fait, je pense que c'est tellement un truc où c'est normal, j'ai envie de dire, quand t'es animateur qui sort d'école, de t'inspirer d'animation japonaise, quoi. C'est un peu ce truc où c'est vraiment la référence ultime, quoi. Ah oui, c'est vrai, ils ont fait Super Turbo Atomic, Ninja Rabbit. Après, le titre est trop bien. Genre, vraiment, le titre est génial. Ah, ils ont fait le dernier trailer d'Hades 2. Ok. Après, ça, ce genre de studio, de toute façon, moi, j'en ai déjà parlé quand je parlais d'Intermarché. Bah, t'es obligé de faire des produits de commande et tout. Je pense que t'es plus content de faire un truc pour Hades 2 que pour Intermarché. C'est rigolo, ça, le truc, mélange de deux. On dirait aussi qu'ils ont fait le trailer de Shinobi, là.
Après, ça ressemble un peu à du Films aussi. The Line est un studio unique en son genre. J'ai travaillé pour d'autres gros studios d'animation à Londres ou à l'étranger. Mais il n'y a qu'ici que les clients viennent avec des demandes aussi spécifiques. Ça ne fait pas de doute que Wesley, Lou et plusieurs de nos réalisateurs ou collaborateurs sont grands. Oui, c'est le court-métrage très solarpunk et tout, j'avais déjà vu passer. Les animés. Et je pense que nos clients en ont conscience lorsqu'ils nous sollicitent. Ils savent que c'est notre identité et ils veulent retrouver ça dans leurs projets. Tout ça pour un vélo à la con. Mais après, moi je trouve que justement, il y a beaucoup de studios qui se targuent d'avoir un style animé, alors qu'en vrai, ils ont un style, mais animé à la occidentale. C'est un peu ce truc-là aussi, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de studios comme ça et que j'ai quand même cette impression que s'ils voulaient vraiment un style animé, ils seraient allés directement au Japon aussi, quoi. Joli vélo après, c'est vrai. Yes. Et qu'il y a aussi l'inverse d'ailleurs, il y a aussi des gens, moi je trouve typiquement que le studio Trigger, il y a aussi beaucoup d'inspiration de l'animation occidentale et que c'est vraiment plutôt pas mal d'avoir ce genre d'inspi là aussi, quoi. Voilà la BD que j'ai fait à l'âge de... Quoi, 13 ans 11 ans. Jamais j'aurais imaginé que des années plus tard, ça deviendrait ce qu'on en a fait. Le style animé veut plus dire grand chose. On s'est repris ce style animé à notre sauce pour en faire quelque chose de différent au final. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, bon, déjà, oui, effectivement, le style animé, ça veut rien dire. Il y a un truc où, typiquement, moi, le côté... Pardon, le côté style animé, moi ça me fait penser à chaque fois, vous savez, c'est les petits bouquins qui sont à la Fnac, dans des endroits lugubres, etc. Où il y a écrit apprenez à dessiner comme les mangas. Je suis en mode ça veut rien dire, quoi. Mais c'est vrai que c'est des trucs comme Wakfu ou Dofus. Moi je trouve qu'il y a un truc très occidental, mais en même temps quand même très inspiré de l'animation japonaise et très inspiré de classiques d'animation japonaise également, quoi. Donc bon, c'est la créolisation. Bah oui, non mais c'est tant mieux, c'est la créolisation. Non mais c'est trop bien en vrai, hein, d'avoir un mélange des genres comme ça, trop cool. Ça fait très Bobby Pills, hein. Je me souviens m'être dit comment je faisais quand j'avais 13 ans. Et là, j'ai eu le déclic. Arrête de penser comme un adulte, pense comme un enfant. Moi j'aime bien. C'est le moment où j'ai jeté ma maturité par la fenêtre et j'ai décidé de m'amuser. Après pareil, même le logo, ça fait très série d'animation occidentale aussi, quoi. Mais c'est bien, c'est à la croisée des genres, tant mieux. Il a l'air sympa, studio, quand même. J'aimais l'animation japonaise avant même de savoir ce que c'était, ou même d'où ça venait. Je pense que, vu de l'extérieur, les gens estiment qu'on s'inspire principalement du Japon. Mais en réalité, si on regarde nos courts-métrages originaux, c'est plus varié que ça en a l'air. La plupart des sociétés ont des commerciaux qui enchaînent les rendez-vous dans le but de décrocher des contrats. Notre méthode à nous, c'est de faire des courts-métrages, les poster en ligne, et cette visibilité nous ramène spontanément des propositions. Ce n'était pas prévu comme ça au départ, mais ça fonctionne. Je pense qu'au cours de ces 11 ans d'existence, The Line est parvenu à créer une brèche. Les entreprises ont désormais conscience que ce style d'animation a sa place auprès d'un public adulte, mais aussi auprès des marques. Ouais, c'est ça, c'est en fait ils ont créé un nouveau style en s'appropriant en partie le style entre guillemets animé, mais tant mieux, hein, de toute façon les animés, en fait c'est ce truc où évidemment tu peux se dire ah oui c'est un peu de l'appropriation culturelle, des trucs du genre, mais bon en fait les animés ne font qu'en tirer du bénéfice de voir que leur style se fait un petit peu pomper partout, quoi. Mais c'est une discussion pareil, je l'ai eu un petit peu avec Jérémy aussi en off par beaucoup de moments, c'est qu'en fait Jérémy, lui, c'est une discussion qu'on avait par rapport aux IA, tout ça, etc. Les IA qui voleraient le travail des gens, etc. Et il disait, mais moi de toute façon, mon style, on retrouve un peu du style de Jérémy Perrin et du style de ce qu'il a pu faire dans Arco par exemple. Pour autant, il s'en fout parce que déjà, il est en mode, c'est bien, l'imitation est la plus grande forme de flatterie. Enfin, moi, je l'ai formulé comme ça et il était d'accord. Et surtout, la vérité, si lui, il devait dire tout ce sur quoi les gens ont pompé,
Enfin, tout ce sur quoi lui il a pompé, on s'en fout quoi. Enfin, vraiment, il en aurait pour des siècles et des siècles de juste montrer de ça quoi. C'est aussi le résultat de 30 ans de soft power qui a fonctionné, mais bien sûr, le feu sur la glace. Après, même à la base, les animés sont inspirés par l'animation américaine de Disney, donc bon, oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça se recoupe, et c'est pour ça que c'est bénéfique, quoi. C'est bénéfique pour tout le monde, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que ça va être, ça? Il est bien filmé, le docu, il est bien fait, hein, je trouve. L'industrie de l'animation japonaise a évidemment eu un impact sur des auteurs de bandes dessinées, des réalisateurs. C'est évident que certains réalisateurs, américains ou autres, ont pioché dans l'animation japonaise. Bah là, c'était un Akira Slide. Voilà. Dans l'animation japonaise qui a inspiré des productions hollywoodiennes, l'une des œuvres les plus citées, ou en tout cas les plus inspirantes, c'est forcément Ghost in the Shell. Voilà, vous savez. Oui, bah parce que forcément ça a inspiré Matrix et Matrix a inspiré le monde entier. Enfin, il y a ce côté-là où tout le monde est passé sur du Ghost in the Shell et en même temps, je veux dire, Ghost in the Shell est aussi pas mal inspiré également de Blade Runner, de beaucoup d'œuvres de cyberpunk, etc. Donc forcément quoi. Donc bon. Je pensais que ça allait être Akira. Bah, il y a du Akira un peu partout, mais Ghost in the Shell, je pense, a eu plus d'impact, particulièrement le 2 également, Innocence, où le 2, c'est vraiment une claque, c'est passé à Cannes, en plus, hein. Rappelle, Ghost in the Shell 2, il est passé à Cannes, hein. C'est très rare de voir de l'animation japonaise à Cannes, et je crois que c'est quasiment le seul film d'animation japonaise qui est passé là-bas. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont passés, je sais pas si vous avez des infos dans le chat, mais j'ai aussi l'impression que Ghost in the Shell 2, ça a été un événement à ce niveau-là, quoi. Un ami a un jour dit Donald Duck a influencé le style cartoonesque aux grands yeux d'Osamu Tezuka, qui s'est petit à petit complexifié pour devenir la référence du style manga que l'on connaît aujourd'hui. Là où je veux en venir, c'est que le manga Kingdom Hearts est une self-insertion métafiction. Tout à fait. Après, je préfère qu'on parle d'autre chose qu'Akira, vu comment le slide a été repompé à tort et à travers. Bah, c'est ce que disait Kaji aussi, c'est-à-dire que le slide d'Akira... Après, le slide d'Akira, en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, c'est devenu une référence un petit peu bébête et rigolote, et moi, ça me fait toujours un petit peu plaisir hein, de voir un slide d'Akira, je suis toujours un petit peu heureux. Maintenant, à l'époque, c'était aussi un signe d'appartenance, j'ai envie de dire, un signe d'appartenance au fait de dire, regarde mes références à moi, et si cette référence-là, elle te parle, bah ça veut dire qu'on est copains, quoi, c'est un petit peu ça aussi. Je m'appelle Machi Ekuchihara. Je suis réalisateur en animation et j'ai produit un grand nombre d'illustrations et de concept art ces 20 dernières années. J'ai travaillé sur un certain nombre de films dans l'industrie du cinéma live. L'un des plus gros étant évidemment Ghost in the Shell, sur lequel j'étais lead concept artiste. Ah ouais, bon. Je l'ai pas vu. Askip, c'est pas génial, c'est pas horrible. Mais voilà, on en est où? On en est à 12 minutes à peu près du documentaire. J'ai grandi à l'époque des téléphones à cadran. Vous voyez le tableau? Les cassettes VHS. L'antiquité, quoi. Pas d'internet avant 2002, je crois. Je mentionne les VHS parce que le premier animé haut de gamme que j'ai vu, de ce que j'appelle l'âge d'or de l'animé, des années 80-90, c'était Ghost in the Shell. Moi j'ai un pote qui l'avait vu, qui m'avait dit « c'est pas si horrible que ça va ». J'en avais le souffle coupé. Je n'avais jamais vu un truc pareil. Ça a été un tournant majeur pour moi. À ce moment... Franchement, c'est hyper ok pour une première approche, je suis un puriste. Ouais, non mais j'imagine que ça va... Moi, j'imagine que c'est pas non plus horrible, genre ça va quoi. Là, oui, j'ai compris que l'animé, ça serait mon truc. Kenji Kawai, ouais. Ah bah... On en parlait d'ailleurs de Kenji Kawai avec le reel de Béranger là sur Darkwater, effectivement. Bien sûr. Mais la BO de dingue. Rupert Sanders m'appelle et dit « On fait Ghost in the Shell. Tu veux en être ?» Et j'étais là « C'est quoi ce délire ?» Bien sûr, Guibino. Ah ouais, mais... ça va la copie. Être appelé pour travailler sur une telle adaptation, c'est quelque chose de surréaliste. J'avais un lien si fort avec le matériau d'origine, et c'est encore le cas aujourd'hui, que je sentais qu'il fallait que ma contribution
soit à la hauteur de l'œuvre originelle. Bah, le feu sur la glace, je pense que en fait c'est soit Ghost in the Shell, soit Akira. C'est un peu les deux écoles. C'est un peu Godard ou Truffaut, j'ai envie de dire. Je dirais pas qui est Godard, qui est Truffaut, mais c'est un peu les deux écoles de soit t'as découvert d'abord Akira, soit t'as découvert d'abord Ghost in the Shell, et en fait dans les deux cas tu te prends une claque. Et je pense que ouais, moi je sais que j'ai découvert d'abord Akira, j'ai pris une grosse claque. Mais Ghost in the Shell, pareil, je me suis dit putain, mais c'est génial. Moins une grosse claque parce qu'en fait j'avais forcément déjà vu des films inspirés par Ghost in the Shell, ou des films qui inspiraient Ghost in the Shell. Genre, je pense quand même que Akira a été une petite inspiration derrière Ghost in the Shell. Mais forcément, quand tu passes après Matrix, quand tu passes... Enfin, dans mon parcours de cinéphile, quand tu regardes Ghost in the Shell après avoir vu Matrix, après avoir vu Evangelion, Gurren Lagann, enfin des trucs du genre, où il y a aussi un rapport du mécanique, j'ai envie de dire, dedans, c'est quand même quelque chose où moi je trouve que c'est... comment dire, c'est moins impactant que si tu regardes comme ça et que tu découvres ça effectivement comme toi à 14 ans quoi. Ah non, rapport... Bon là du coup c'est un truc qui a inspiré mais ouais. J'avais beau évoluer professionnellement dans le milieu du film live, mes inspirations, elles, venaient clairement des animés. Mais il y a des connexions. De mon point de vue, certaines choses peuvent transcender les styles et les genres. Maintenant, quand je me mets devant un film hollywoodien, je vois tout ce que j'ai vu dans des animés. Je crois que les cinéastes ont beaucoup à apprendre et à s'inspirer ça, oui. De la Japanime. Évidemment. Il est clair que récemment, les films hollywoodiens s'inspirent énormément de l'animation japonaise. Le pire avec Perfect Blue, c'est aussi beaucoup Black Swan, quoi. Bien évidemment, bon là, Inception du coup. Est-ce que vous l'avez dans le chat, l'inspiration de Inception? Bien évidemment. Prenez Inception par exemple. Il y a des scènes qui sont d'exacts copier-coller de Paprika. Oui, je pense que cette influence s'exprime dans deux directions. D'une part, il y a les cinéastes qui ont été influencés par l'animé. Et ces influences se traduisent dans leurs histoires et leurs univers. Et d'autre part, il y a les remakes et les adaptations. Je pense que la première option a rencontré davantage de succès ces dernières années, et que la seconde a connu des hauts et des bas. Matrix a été le véritable tournant par rapport à ça, par rapport à l'influence complètement assumée. Quand on va retrouver des éléments issus de l'animation japonaise dans des longs métrages, ça reste très souvent, à mon avis, un côté esthétique. Beaucoup d'œuvres d'animation japonaise plaisent au public parce qu'elles s'affranchissent des canons manichéens, des fictions occidentales. L'esthétique a été comprise, mais pas encore vraiment le fond. Oui, non, mais ça, Pacific Rim, évidemment, mais c'est une lettre d'amour. Mais moi, je sais qu'il y avait un film comme ça où j'avais pensé ça aussi. C'était un film que j'avais vraiment aimé, qui s'appelle Le Dernier Voyage, si je me trompe pas. Où en fait, dedans, il y a clairement des personnages, des arcs de personnages et plus des thèmes pour le coup, où je me suis dit, putain, j'ai quand même l'impression, notamment il y a un personnage d'un frère dedans, je sais plus par qui il est joué, mais qu'on voit sur l'affiche ici, où je me suis dit, putain, mais ça se voit, il a vu des animés quand même, ça se voit, il a vu des trucs, etc. Et j'avais vraiment kiffé Le Dernier Voyage. Je crois que c'était un des films post-Covid 2020, voilà, c'était post-Covid que j'avais vu, et je me suis dit, putain, c'est vraiment chouette comme film. Et le personnage là, ouais, joué par Paul Ami, je crois, il me semble. Putain, il est vraiment impressionnant, et je trouve que ouais, Le Dernier Voyage, ça sent que, enfin, je me suis vraiment dit devant le film, putain, ça se voit, il a vu des animés quand même, ce type-là, quoi. Donc bon. Ouais, Jean Reno aussi, oui. Jean Reno qui a beaucoup inspiré, beaucoup de figures de l'animation. La spécificité française, en plus effectivement de cette période où on a chopé la culture japanime, c'est qu'on a un terreau audiovisuel oui, c'est les Gobelins, je suis con. Et d'apprentissage de l'animation qui est unique au monde. Les Gobelins, c'est probablement l'école de formation de futurs animateurs et spécialistes de l'animation au sens plus global, la plus connue du monde. Elle est française, elle est dans le 13e arrondissement, et je pense que beaucoup de personnes à l'international... Ça, c'est vraiment les gens des Gobelins, parce que
pour le coup, moi en fait, pendant un temps, j'ai beaucoup fréquenté les gens des Gobelins. J'en fréquente encore un petit peu autour de moi. Et effectivement, enfin, c'est vraiment c'est des artsy, mais un peu punk aussi. Enfin, c'est vraiment la voix comme vraiment une des gens sympas. référence des jeunes talents et du vivier des créateurs français sur l'animation. Ah, enfin une belle ville. Entre Londres, ça va. Gobelin Paris, c'est une école d'art visuel. On forme des Yongsun, alors pour expliquer un truc, j'ai même effectivement fréquenté les courts-métrages des Gobelins. Et en fait, le truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, j'ai participé, alors pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai participé à un court-métrage des Gobelins. Puisqu'en fait j'ai prêté ma voix à un court-métrage des Gobelins et j'ai prêté ma voix à un des personnages principaux, enfin au personnage principal d'un des films des Gobelins. Il s'appelle du coup Childeric, les nerfs de la guerre, et voilà, et j'ai prêté ma voix. Alors je vous avoue, j'ai pas envie de réécouter ma voix. En fait, c'est vraiment un truc où c'est littéralement ma voix, genre c'est littéralement moi en fait derrière ce personnage là. Donc voilà, je vous le mets dans le chat bien sûr pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais c'est insupportable pour moi de réécouter, mais voilà, j'avais participé à un des courts-métrages des Gobelins, et c'était plutôt une belle expérience. Enfin voilà quoi, c'était très sympa à mater, bien sûr, non mais le film il est très très bien hein, quand même, moi je trouve que le film il est vraiment super chouette. Pour expliquer un petit peu le pitch, c'est une parodie de The Office, et tout ce qui est documentaire, mais à l'époque médiévale, tout ça, enfin vraiment c'est très très chouette à regarder quoi. Et je me souviens, j'étais très ému parce qu'en fait j'ai regardé le film, c'est même pas de la VF, enfin c'est de la création de voix, clairement. Et je me souviens qu'on avait regardé le film avec toute l'équipe et toutes les autres équipes également au CNC. Puisque c'était diffusé là-bas pour la diffusion dans le cadre d'une projection spéciale, etc. C'était pas encore la remise des diplômes, tout ça, mais voilà. Et en fait, moi je me souviens que j'étais extrêmement stressé avant cette projection là parce que moi forcément j'ai mis un peu de mon âme dedans et le truc c'est que en fait à partir du moment où il y avait les premiers rires dans la salle, je me suis dit ah ça y est c'est bon. Parce que c'est un court-métrage humoristique et donc je me suis dit si c'est pas drôle c'est ma faute, oh, c'est horrible. Enfin vraiment j'étais très très content de ce qui s'est passé avec ce rôle là quoi, et je vous invite évidemment à regarder. Et du coup Yongsun qui elle gérait en fait toute l'organisation des Gobelins et toute l'organisation de ce master de fin d'année, et c'était une personne vraiment adorable. Je l'ai côtoyé du coup plusieurs fois dans le cadre de l'enregistrement et tout, et vraiment elle était super cool quoi. Tous les essentiels, ouais, tout à fait. On met beaucoup d'importance sur le dessin. La formation à la base elle s'appelle concepteur réalisateur de films d'animation, mais en réalité c'est quand même très orienté technique. On a beaucoup de cours d'animation. Ça peut être anatomie, ça peut être différents mouvements dans l'espace. Donc on reste concentré sur cette base pour que les étudiants puissent développer leur propre style. Dance to the Seashells, Dance to the Seashells c'est rigolo parce que du coup, alors je sais plus le nom en français, mais Dance to the Seashells c'est un court-métrage du coup de la même année, donc c'est de 2023, de la même année que, du coup que Childeric, et de la même année du coup, bon là je sais que ça va parler de Tryhard, je m'en doute très bien, et le truc c'est que c'est un court-métrage qui a été animé en partie par Anaël Saba, qu'on a également reçu dans Rage Bait, dans l'émission spéciale animation, donc je suis très content de revoir ça quoi. YouTuber into animation française, mais non. On acquiert un bagage technique très solide quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de cours avec des intervenants qui viennent du milieu pro. Merci donc beaucoup, on va dire qu'on met beaucoup la main à la pâte. Les étudiants... c'est vrai qu'il y a des intervenants pro, et d'ailleurs le petit insight, c'est que en fait le truc c'est que le court-métrage sur lequel j'ai prêté ma voix, il a été montré à des animateurs professionnels, dont un animateur très précis qui est Glenn Keane. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Glenn Keane, je vais un petit peu montrer son palmarès, parce que c'est quand même un gros animateur mine de rien. Il me semble qu'il est encore en vie actuellement, si je ne me trompe pas. Ouais voilà, il a 71 ans. Et en fait, Glenn Keane, c'est l'animateur derrière notamment voilà, c'est un petit peu ça, tout son... Ah putain, c'est horrible, vraiment, à chaque fois ce truc de con. Mais c'est l'animateur derrière du coup Ariel de La Petite Sirène, Aladdin, Réponse également, et aussi La Bête dans La Belle et la Bête. Donc c'est
pas un branquignol, j'ai envie de dire, et c'était le chef d'animateur derrière ces personnages-là. Je crois qu'aujourd'hui, il a un studio, il a fait notamment le court-métrage Dear Basketball, là, avec Kobe Bryant, qui a eu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Il a fait un film qui était pas génial, mais qui était sympa, qui s'appelle Voyage vers la Lune, qui était sorti directement sur Netflix. Du coup, ce type-là, il a regardé casuellement les courts-métrages des Gobelins, il a trouvé que Childeric c'était vraiment bien, enfin voilà, donc bravo à tous les animateurs et toutes les animatrices qui ont bossé dessus. Parce que c'était vraiment du super boulot, effectivement, quoi. Ils sont complètement libres pour choisir leur propre style. Voilà, Tryhard, du coup. Donc, Tryhard qui est, en vrai, le court-métrage Gobelin de cette année-là, qui est le plus animé codette, quoi. Je pense que vous voyez un petit peu dans les visages, dans l'action. Et en plus, Tryhard, c'est une belle histoire, parce qu'en fait, c'est de ce que j'ai compris, vraiment, et des souvenirs que j'ai de cette époque-là, il y a quasiment tous les animateurs. En fait, une fois que tu as fini ton film d'animation, il y en a certains qui l'ont fini plus tôt, il y en a certains, voilà. Et une fois que tu as fini ton film d'animation, bah, tu vas aider sur les autres films, quoi, pour un petit peu plus te faire la main, tout ça. Et Tryhard, il y a quasiment tout le monde qui est passé dessus. Donc, vraiment, il y a quasiment toutes les équipes où ils ont fait du cleaning, ils ont fait de la couleur, etc., sur des trucs du genre, quoi. Ah, il est très impressionnant comme court-métrage, hein. Vraiment, c'est que 5 minutes. C'est le court-métrage de fin d'études que j'ai réalisé avec mes amis Yua, Brian, Audrey. Il y a Audrey et Yushi. Très bien. On s'est dit, on va parler de quelque chose qu'on connaît bien. On est tous passés par le concours Gobelin qui était hyper dur à l'époque. Les concours, le stress. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, moi, c'est un truc, j'en ai parlé pas mal avec une animatrice qu'en fait j'ai croisée dans un bar et qui était de la même promotion également. Mais on s'en est beaucoup parlé du fait qu'en fait aujourd'hui ce n'est plus au concours, d'ailleurs les Gobelins. Pendant un temps en fait il y avait deux trucs, il y avait à la fois un book et un concours. Aujourd'hui c'est juste un book, il n'y a pas de concours, donc ça veut dire que en fait il y a un avantage net sur le népotisme et sur le fait d'être bien né, etc. C'est-à-dire que autant le concours tu pouvais te débrouiller avec les bases que tu avais, et avec le fait d'être quand même, faut quand même être un niqué vraiment du dessin, de l'animation, tout ça. Mais aujourd'hui c'est vraiment uniquement le book, et ça fait que ça donne des gens qui sont, voilà, ça se féminise. C'est ça le truc, c'est-à-dire que c'est comme la Fémis aujourd'hui, je crois qu'il y a de moins en moins... Enfin, le concours compte de moins en moins, et c'est beaucoup le dossier, et c'est vraiment, c'est chiant, parce que, en plus, les prix ont augmenté, si je me trompe pas, ce qui fait que c'est de moins en moins intéressant, et ça fait que, c'est de plus en plus des gens qui sont très forts en dessin, ça, c'est indéniable, mais ça fait qu'il y a beaucoup moins ce côté égalité des chances, j'ai envie de dire. Ouais, il y a une poignée de gens qui réussissent. Je crois qu'il y a toujours un concours pour le master, mais j'ai l'impression qu'il y a pas trop de candidats. Ouais, c'est ça qui est un petit peu dommage. Après, il y a toujours énormément de candidats, quoi. Ça quand même, ce truc-là. Alors que c'est le moment où il y a le plus de jeunes animateurs sur le net. Ouais, oui, non, mais si c'est ça vu qu'on était... Après, j'ai envie de dire tant mieux, parce que au moins les animateurs sur le net, enfin typiquement Kiksama, je crois qu'il a pas fait d'école d'animation, si je me trompe pas, et pourtant c'est un baiser, il est trop fort, enfin vraiment, quoi. Tous dans des écoles prépa, on voyait, il y avait un peu ce truc de compétition de... Ouais, est-ce qu'il va rentrer, lui, et tout. Après, c'est vrai que c'était un... Et Tryhard, en plus, c'est un film sur le fait d'entrer dans une école d'animation. C'est ça qui est drôle aussi. C'est pour ça que c'est le court-métrage un petit peu flagship, j'ai envie de dire, de ce moment-là, le court-métrage phare de cette année-là, parce que c'est le court-métrage, et je me souviens, c'était lui qui était diffusé en premier dans certaines projections. Et vraiment, oui, non mais c'est ça, il a appris de lui-même sur internet avec des tutos. Moi je connais des gens qui pareil sont entrés dans les Gobelins qui ont appris sur des tutos, quoi. Enfin c'est ça le truc. Et j'ai quand même l'impression que c'est un parcours qui se partage énormément, et que t'as pas besoin non plus d'avoir un book extrêmement rempli. Et moi je connaissais des gens d'ailleurs qui sont rentrés dans les Gobelins, je crois pas de cette année-là spécifiquement, qui sont rentrés avec des books où c'était uniquement du Fury. Genre vraiment, c'était uniquement des illustrations de Fury, des petites animations Fury, etc. Et ils ont pu rentrer comme ça, et puis c'était bon, quoi. Je sais pas si ça serait le cas encore aujourd'hui si tu présentais que ton book, quoi. Donc bon. Projet très ambitieux, c'était même un peu risqué, je peux dire. Évidemment, no shade contre les gens qui font du Fury, et c'est quand même un truc où t'apprends énormément l'anatomie en faisant du Fury, enfin voilà, quoi. Ils étaient capables de le faire, ils ont beaucoup travaillé. Il y avait ce truc aussi on voulait faire un shonen, quand on surpasse on peut tout avoir, et à la fin briser au dernier moment cette croyance de des fois on n'y arrive pas, malgré tous nos efforts. Et non. Ok, vous avez choisi ce style, allez-y jusqu'au bout. Parce que c'est un style exigeant, quoi. Le concours de Eve, le plus dur au monde.
Il est trop beau le cours, hein. Vraiment il est trop de savoir absolument tout dessiner. Un vélo, une voiture, les animaux, la perspective. C'est trop beau, hein. Et c'est vraiment en plus c'est méta et tout. Voilà. On a eu de la chance parce que le style d'animation japonaise, le style animé est pas trop le bienvenu d'habitude à Gobelin. Enfin ça se voit pas beaucoup, même si ces dernières années heureusement on le voit de plus en plus. Ouais, on s'est marré à faire toutes ces idées et après pour l'anime... il claque vraiment encore. C'est vrai que on a souffert parce que c'était long quoi. Je dirais au niveau planning c'était pas très sage, mais je pense qu'ils sont contents avec les résultats et je suis contente aussi. Autant justement le cinéma hollywoodien n'a pas forcément compris le fond de l'animation japonaise, autant les animateurs français, ils ont aussi bien compris les techniques de dessin d'animation que les enjeux scénaristiques. Il y a beaucoup de studios français qui recrutent énormément de personnes qui sortent des Gobelins. On pense notamment à Fortiche, à La Cachette ou encore à La Cachette, ils ont beaucoup recruté. Hein. Et c'est vraiment les talents de demain qui commencent à produire. Il y a, c'est quoi? C'est Faust, je crois aussi, qui recrute énormément. Enfin, voilà, et à chaque fois, c'est des styles. Enfin, et pareil pour Ankama d'ailleurs, bien sûr, qui a beaucoup taffé sur ça, quoi. De l'animation après avoir digéré énormément de types de récits et d'approches d'animation différentes. En tant qu'animateur britannique, on voyait des productions françaises c'est Martial le minou qui parle, ça me fait si impressionnantes il y a une dizaine d'années que l'on s'est retrouvé influencé par l'animation française qui elle-même s'inspirait du Japon. Bien sûr. Donc pour moi, cela fait déjà un moment que ces cultures se mélangent. C'est fou de pas citer du Wakfu, j'espère que il y a toute une génération qui a grandi avec nous. C'est des petits fans qui sont devenus des grands et aujourd'hui ils créent et on crée ensemble. C'est génial. Ils ont fait quoi ces studios? Alors attends, Faust Studio, ils bossent, je crois. Enfin, c'est un gros studio en vrai, Faust. C'est aussi, ils sont aussi à Angoulême et tout. Mais ils ont bossé sur le Sommet des Dieux. Là, je regarde un petit peu à côté. Hein. Ils ont bossé un petit peu aussi sur. Putain, comment il s'appelle? C'est Wolfwalkers, c'est le. Wolfwalkers, là, je sais plus le nom en français. Ils ont bossé sur vraiment énormément de choses. Et à chaque fois, ils sont un peu touche à tout. Ils ont bossé sur Ernest et Célestine. Je regarde là sur leur site, ils ont bossé sur une série, la série Splinter Cell là, de Netflix et tout. Je crois qu'il y a la saison 2 qui est en cours, si je ne me trompe pas. Mais voilà, ils ont bossé sur beaucoup de choses. Et du coup, les autres studios qui sont donc Fortiche. Bon, Fortiche, c'est beaucoup. Merci beaucoup, Kilu. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. Ouais, le Peuple Loup, c'est ça. On regarde un documentaire sur l'influence des animés dans les productions françaises et dans les productions à travers le monde. Et du coup, je mentionne le studio Faust qui a beaucoup œuvré dans le milieu de l'animation française et qui, pareil, a parfois des relents d'animation japonaise et de style entre guillemets animé à l'intérieur. La série Splinter Cell avec l'attaque, c'est quelqu'un vu? Moi j'ai pas vu, j'avoue. En fait c'est surtout que j'ai l'impression quand même que c'est plutôt bien animé du peu que j'ai pu en voir. Mais par contre j'ai pas l'impression qu'au niveau de l'histoire ça puisse être pertinent quoi. Et c'est pour ça Faust du coup ils ont pas mal bossé sur ça. La Cachette ils ont bossé sur principalement des courts-métrages de ce que j'ai pu en voir. La Cachette Studio si je regarde ça. Principalement donc ils ont fait un court-métrage pour Star Wars Visions saison 2 qui était très bien, c'était l'espionne je crois. Ils ont fait le Collège Noir, la série Le Collège Noir qui était vraiment bien, qui était vraiment chouette. Ils ont animé surtout Primal quoi. Primal qui a été leur gros projet, donc la série de Genndy Tartakovsky qui était vraiment leur gros projet. Ils ont fait aussi des en fait, souvent, parfois, les studios d'animation, particulièrement français, ils vont faire leurs armes sur des petites séquences animé différemment, notamment La Cachette c'était une séquence animée différemment dans le film Moon, Gardien de la Lune, qui à la base est un film d'animation en 3D. Ils ont fait un épisode de Love, Death and Robots, c'est l'épisode du vampire, et en fait ils ont un style très particulier. Le Collège Noir qui est en fait une adaptation très personnelle pour eux parce que c'est une adaptation d'une BD par un des créateurs de La Cachette. D'ailleurs tous les noms qu'on retrouve dedans, je crois qu'il y a un perso, alors si je me trompe pas, il y a un perso qui s'appelle ah putain, j'ai oublié son nom. Mais le Collège Noir, c'est... Tac, je vais regarder si j'ai le synopsis. Mais c'est 5 petits jeunes.
Et du coup, il y a un perso qui s'appelle Ulysse dedans. Et en fait, bah, il se trouve qu'un des créatifs derrière la cachette s'appelle Ulysse. Les autres persos, je sais plus. Je crois il me semble qu'il y a un perso, parce que j'en discutais avec Ous. Il me semble qu'il y a un perso qui s'appelle Oussama. Mais voilà, mais c'est à chaque fois en fait c'est des noms ou c'est des gens qui sont derrière la cachette quoi. Donc bon, de la BD du fondateur. Oui c'est ça, c'est Sullivan. Non je sais plus exactement. Je sais qu'il y a un perso, ouais, il y a un perso qui s'appelle Ulysse parce que bah littéralement le producteur, enfin le mec qui a fait la BD de base s'appelle Ulysse. Mais sinon le reste, ouais c'est beaucoup des noms en fait qui sont proches des personnages quoi. Je sais plus non plus. Oui c'est ça. Mais très, très bien les BD d'Ulysse Malassagne, je recommande. Bah, il faudrait que je lise, mais moi la petite série qui était sur ADN, le Collège Noir, elle était vraiment vraiment bien. Hein. Je crois que c'était Balak avec des cheveux. C'est un studio d'animation. La spécificité, c'est que c'est quand même beaucoup nos histoires qu'on essaie de mettre en image. Et puis ensuite, on travaille avec des dessinateurs qui vont... nous, on fait ce qu'on appelle le littéraire, donc on écrit des histoires. Il y a des designers qui viennent et qui font des dessins de personnages, de décors. Et ensuite, il y a l'équipe d'animation qui se met à donner vie à tout ça. Chaque studio attire les talents spécifiques. Donc c'est vrai que chez... Le fait que ça regarde... Attendez, mais ça regardait une conférence avec... talents spécifiques. Avec Aurore Berger, ça regarde une émission avec Aurore Berger. C'est vraiment des gauchistes à chaque fois. D'ailleurs, dans le milieu de l'animation, c'est beaucoup quand même des gauchistes. On va être honnête là-dessus. Général, même s'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. Ils ont une appétence pour l'animation japonaise et pour le type de série qu'on défend. Tu lâches mon ingénieur d'où je balance Oro et ça va faire mal. Ah oui, la manière dont nous, cette on va dire nouvelle génération de studios, on appréhende l'animation, on est sur du shonen à 1000%. Avoir entre guillemets cet esprit de détermination et surtout de garder l'objectif de ce qu'on est en train de faire. Le côté, le pouvoir de l'amitié, même si voilà, tout le monde n'est pas meilleur ami au sein d'un studio, mais le pouvoir de l'amitié dans l'animation, il est réel. Clairement, une série dans laquelle tu auras senti qu'il y a cet esprit shonen, cet esprit de détermination, cet esprit de on va faire un truc dont on est fier, bah ça se verra à l'écran. Ouais! Très beau travail les gars, cette peinture à base de pollen était une super invention. On est arrivé sur un marché qui nous attendait pas et dans lequel il a fallu faire sa place. Donc en fait, il a fallu vraiment jouer des coudes, être le meilleur pour trouver une place. Et chacun dans son style, c'est-à-dire que si tu vois la manière dont Bobby a existé, c'est extrêmement différent de la manière dont nous on a existé. Bah, Bobby Peel, je pense que vous connaissez peut-être un petit peu plus quand même. Captain Laserhawk, c'était pas si mauvais que ça, c'était vraiment sympa, moi je trouve au niveau animation. Même au niveau de ce que ça disait, c'était un petit peu rigolo, ça va. It's about damn time. Parce que je sais que ça a été détesté par beaucoup de gens. Moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Bobby Peel, c'est une belle bande de connards. Tu fais bon, paf. On y va quoi. C'est la moins mauvaise série de Adi Shankar, je suis très d'accord. Je suis très d'accord avec ça. Donc bon. Ouais, en fait c'est la série sur Far Cry Blood Dragon, mais en fait c'est la série sur les laissés pour compte plus ou moins de Ubisoft et tout, et sur les losers entre guillemets d'Ubisoft, c'est très sympa. Je me suis jamais posé la question d'aller au Japon pour travailler. J'ai très vite commencé à travailler en France. Je me suis... Qui a réalisé ce documentaire là? Alex Pilote évidemment, c'est lui qui a fait ça. Comme but, encore une fois un peu shonen et un peu inatteignable, mais c'est quand même un but que j'ai depuis que j'ai commencé, c'est de changer l'industrie. Shootez-moi cette merde! J'ai commencé à faire des études d'animation pour arriver sur le marché du travail en pensant que j'allais faire Cowboy Bebop ou Nicky Larson, et que j'ai vu le parpaing de la réalité s'écraser sur ma gueule de vingtenaire qui pensait tout savoir à tout. Ouais, tu te rends compte que non, c'est pas comme ça qu'on fait. Toi, au mieux, tu vas faire Totally Spies. Au mieux. Oui. Et... Ah ça c'est un trauma visiblement de beaucoup d'animateurs, parce que beaucoup d'animateurs, mais pareil, Jérémy et Anaïs, Jérémy Perrin et Anaïs Chevillard sont aussi passés par Totally Spies. Balak, je l'ai pas invité, non, j'ai pas invité. Il ressemble à Brivan, mais ça n'a rien à voir. Et par contre, ouais, le truc, c'est que Balak,
effectivement, ils ont tous un trauma, toute cette génération-là, ils ont un trauma d'avoir bossé sur Totally Spies. Alors c'est marrant parce que récemment, j'ai parlé d'une animatrice que j'avais croisée comme ça dans un bar de la promo où il y avait où il y avait eu Chideric, tout ça. Et le truc, c'est que une des personnes avec qui j'ai pu parler, c'était une personne qui a bossé sur Totally Spies, qui elle, justement, était ultra contente parce que c'est plus son enfance Totally Spies. Maintenant, c'est un truc où, pour beaucoup d'animateurs qui sont passés par Xylam à l'époque, ils se disent « Ah, mais quand même, c'est horrible Totally Spies !» Enfin, vraiment, ils ont ce rapport-là à se dire « Non, mais c'est nul à chier Totally Spies, moi j'en avais marre, je trouvais l'animation gaze. » Enfin, vraiment, oui, les gens disaient « Non, mais Totally Spies, je trouve l'animation vraiment gaze, quoi. » Et je veux dire, c'est un rapport qu'ils ont tous à ça, où ils sont tous un peu traumatisés par Totally Spies, parce que à l'époque ils faisaient un peu des trucs de merde là-bas, et puis voilà quoi. Tu dis merci. T'as les épaules, tu leur montres qui commande, hein. Allez, vas-y champion. C'est pas parce que le réel était hyper relou, je crois pas nécessairement. On peut venir au dessin animé de plusieurs manières. Moi vraiment je fais des dessins animés parce que je suis une grosse geek en fait. J'ai un rapport à l'animation japonaise qui est... Ah, évidemment qu'il est là lui aussi, bien sûr, oh putain, il saoule hein, j'ai reçu ça comme un impact esthétique très puissant en m'intéressant. C'est la casquette Zawa. Intéressant à tout ça, j'ai également commencé à découvrir tout un continent caché. J'avais cette impression d'être une sorte d'archéologue bizarre qui découvre des trucs que personne connaît, etc. Mais en fait, on était plein comme ça, un peu partout. Oui, il y avait un rapport très... Alors lui, c'est Jérémy Perrin, c'est le réalisateur d'un petit film qui s'appelle Mars Express, voilà, qui est pas si mal, enfin voilà. Et oui, non, mais c'est surtout, oui, c'était l'invité du Rage Bait plus récent sur James Cameron, qui était vraiment bien d'ailleurs. Et ouais, c'est vrai que du coup, il a sa casquette Zawa à la con. Et c'est vrai que ce côté où comment dire, il parle bien du fait que à l'époque, il y a quand même un truc où t'étais vraiment, tu devais être un explorateur et tu devais être un aventurier, j'ai envie de dire, pour pouvoir trouver des films d'animation. On en parlait bien également avec Alex Pilote quand on faisait son bingo sur le fait que c'était des VHS où parfois il devait... Enfin, c'était notamment Alex Pilote qui en parlait comme ça et qui disait mais il y avait un moment où en fait j'avais eu Akira mais sous forme d'enregistrement audio et en fait je lisais Akira tout en défilant les pages pour essayer de voir si j'arrivais à me faire le film dans ma tête, tout ça, sauf que c'était pas possible. Et c'est vraiment quelque chose où t'étais obligé d'avoir des cassettes données sous le manteau, traduit un petit peu à la zop par un mec qui s'y connaît un peu en japonais et qui a le dico sur le côté et tout ça. C'est vraiment un rapport très différent à l'animation japonaise. C'est ailleurs. Il y a eu Albator qui a été le premier gros choc à, je sais pas, 3-4 ans. Puis après, ça a été de l'escalade. C'était, voilà, on commence par une petite dose et après, on finit réalisateur, quoi. Attends, mais t'as écrit ton nom sur le cahier, là? Bah, c'est mon cahier. Mais il est complètement con. Les créateurs français d'aujourd'hui, d'animés et de manga d'ailleurs, eux proposent des sujets qui sont pas des sujets à aborder naturellement. Tous ces gens étaient sur Katsuka à 20 ans, et oui, avec Bastien Vives. Dans le dessin animé, on parle très peu de sexualité, on parle de la mort, on parle de sujets vraiment qui sont un peu tabous dans nos sociétés. Et eux vont aller au bout. Et ça, des studios comme Bobby Peas, comme La Chouette, comme La Cachette, et j'en passe. C'est vraiment... Moi, je trouve qu'il y a une sorte d'un manque qui est bizarre de pas mentionner Ankama, qui ont quand même été parmi les premiers à essayer vraiment de mettre un style animé. Ils ont même bossé avec Yuasa pour le court-métrage sur Nox. Donc tu te dis, quand même, ils ont essayé de faire un petit peu quelque chose. Et je trouve ça bizarre d'avoir un petit manqué de pas parler d'Ankama. Ils savent intégrer ça désormais dans leurs œuvres. C'est ça qui fait avancer l'animation occidentale grâce à l'animation japonaise. Aujourd'hui, je pense qu'il suffit de regarder Mars Express de Monsieur Perrin pour se rendre compte qu'il a pu voir Ghost in the Shell et Akira quelques fois, je pense, dans sa vie. Excusez-moi, vous avez des prostituées humaines ici? Ah, désolé, rien que du synthétique ici. Nos hôtes et hôtesses sont tous des sauvegardés, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur? Moi, quand je suis sorti des Gobelins, c'était pas du tout la tendance de faire Last Man ou de faire Mars Express. C'est à force de travailler dans le making-of est encore une fois fait par Alex Pilote. C'est quand même milieu-là, de saisir des opportunités et d'essayer d'un peu
d'élargir la fenêtre d'Overton de l'animation vers des trucs qui nous parlaient plus, quoi. Tu veux travailler sur des séries un peu cool, sur des séries un peu action, aventure, ou très ambitieuses en animation tradi, c'est possible. C'est-à-dire tu sors d'école, c'est possible. Tu vas travailler chez nous, tu vas travailler chez Bobby Pills, tu vas travailler chez La Cachette. Tous ces studios-là ont aujourd'hui la possibilité de donner accès à ces séries. Et c'est des propriétés incroyables. Le truc qui est très important dans l'animation japonaise, dans les mangas, c'est quoi? C'est l'émotion des persos. Et nous, on s'amuse énormément à Bobby Pills à justement à ménager le chaud et le froid entre... d'un côté, tu vas rire très fort à une blague très dégueulasse, et puis de l'autre côté, tu vas chialer à un moment très très intense d'émotion alors que tu devrais pas. Oh shit. Barbecued pork. Mwah. Smells like justice. On se force pas en fait, c'est qu'on fait littéralement les séries qu'on a envie de fabriquer et de voir. Donc il n'y a pas de réflexion autre que on fait ce qu'on veut en fait. Ça crée une génération de gens qui sont complètement influencés par les dessins animés japonais et qui ont aimé les histoires et qui veulent aussi à leur tour raconter des histoires. Moi je me situe là en fait. C'est pas là que double la grenouille dans la Zorro. Ouais, tout à fait. Ah oui, c'est vrai, le court-métrage sur Dead Cell. Enfin non, même ils ont fait une série Dead Cell. Je vous ai manqué. Ce qui s'est passé là, c'est il est bizarrement animé, je trouve, la série Dead Cells a été bizarre. C'est quoi le sujet du docu? C'est l'influence de l'animation japonaise en France particulièrement. En fait, il y a eu une grosse trend qui a explosé de l'animé, qui fait que même des diffuseurs qui voulaient pas entendre parler d'animation japonaise à l'époque sont maintenant très intéressés par le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où même des acteurs japonais et des ayants droit japonais viennent nous solliciter en tant que studio. On n'osait même pas en rêver honnêtement. Il y a des choses aujourd'hui qu'on est en train de faire, c'est complètement incroyable. Il y a quelque chose de global qui est en train de... Young, ça c'était incroyable aussi. Pareil, j'avais reçu ici, ça a donné une super VOD, mais c'est il y a longtemps, c'était peut-être il y a plus d'1 an, quelque chose du genre. J'avais reçu ici Baptiste Gobert, qui était réalisateur de la série Crazy Young, et je trouve que c'est une super série, vraiment, elle était super chouette, et elle était vraiment, enfin... J'invite tout le monde à la regarder parce que c'est vraiment un truc de Magical Girl mais avec beaucoup de violence et tout, et c'est vraiment très bien quoi. Ça dure pas si longtemps que ça, c'est visionnable sur YouTube en plus aujourd'hui. Avec des influences de plus en plus communes. On vit avec cette bulle de culture et on grandit avec et ça fait partie de nos vies quoi. Je suis bien content de prod bien sûr. C'est beau, un petit montage comme ça, c'est rigolo. Je peux redire le titre, c'est Crazy Young. Crazy Young, J-U-N-G. Pour moi, l'animation, c'est le média ultime qui synthétise tout. On trouve tous les arts. Il y a du dessin, il y a du théâtre avec les comédiens de doublage, il y a de la musique, il y a de la peinture, il y a vraiment tout s'y retrouve. Et c'est ça qui est complètement fou. Alors que vraiment, le Japon, c'est un pays où on est supposé être suiveur. C'est l'animation, il y a vraiment des fulgurances qui peuvent arriver ici ou là. Et qui sont exceptionnels. Et pour moi, c'est vraiment un art audacieux. Tu prends tous les grands noms, qu'ils soient réalisateurs, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient comédiens de doublage, qu'ils soient dessinateurs de personnages. Si on s'en rappelle, c'est parce qu'ils ont proposé quelque chose. Donc vraiment, pour moi, l'animation, c'est l'audace avant tout. Après, je suis d'accord, il y a quand même un truc où tu te libères de beaucoup de carcans. Du live action, tout ça. L'animation japonaise, c'est profond. L'animation, c'est l'amour. Une magie réalisable. Le sentiment d'aller vers des choses nouvelles. Un lieu de rencontre entre amis. Des nuits blanches. Le monde du cinéma est vraiment incroyable. Pardon, mais en fait, c'est surtout que là, du coup, forcément, c'est un documentaire, donc il redouble par-dessus. Et là, il est obligé de redoubler par-dessus un vieux Martial Leminou. Du coup, il prend sa voix de vieux et ça me fait rire. C'est juste ça. Pour moi, l'animation, c'est le cinéma. Ah. Je suis d'accord, hein, non, mais c'était très bon docu. Très bon docu. Je laisse un petit peu les gens qui ont participé. Mais excellent docu, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette. On rappelle du coup les gens, c'était le poster de Metropolis, je suis jaloux. Je crois que c'était Rintaro, donc c'est aussi pour ça. Mais donc c'est juste lui qui a fait Metropolis. Mais le truc c'est que effectivement c'est
Ah bah oui, il y a Rintaro crédité ici. Mais le truc c'est que effectivement moi je suis très content de voir un docu comme ça se faire. Un peu, enfin je trouve ça bizarre de pas mentionner Wakfu, de pas mentionner tout ce qui est Ankama. C'est un petit peu étrange. En fait c'est étrange parce que on dirait vraiment qu'il y a un truc de blacklist de pas le mentionner alors que ça a quand même été des acteurs importants. Peut-être voilà, c'est la 4e partie d'un documentaire en 4 parties. Donc ça se trouve en fait ça a été mentionné plus tôt et juste en fait ils ont pas voulu le mettre. Enfin je sais pas trop, mais je trouve ça un petit peu bizarre parce que en fait les autres parties ont quand même l'air de se concentrer principalement sur l'animation de manière générale. Et là c'est vrai que de ne pas voir Wakfu, de ne pas voir Ankama, ça me paraît étrange aussi quoi. Je regarde juste si dans les remerciements il y a des gens que je connais mais j'ai pas l'impression non plus. Mais il y avait Alex Pilote rapidement. Mais voilà, non mais très bon documentaire qui place bien l'animation effectivement sur sa place de maître. Donc je vous mets un petit peu tout ça. Le premier épisode suit toute la carrière de Rintaro si ça t'intéresse. Le premier épisode ça a l'air très l'origine, c'est à travers le portrait de Rintaro. Oui, effectivement. Mais effectivement ça a l'air très bien. Surtout que ça a été super important dans l'héritage des jeunes, je pense. Beaucoup ont grandi avec Wakfu. Enfin oui, moi je suis d'accord que c'est un petit peu étrange, hein, j'ai envie de dire. Mais ça me paraît bizarre. Après ouais, effectivement à Skip il y a un truc où Ankama c'est une mauvaise boîte à bien des niveaux dans ce que ça fait, dans comment ils traitent leurs employés. Donc peut-être qu'ils n'ont pas voulu aller là-dedans. Mais voilà, mais écoutez, c'est un petit peu bizarre de pas le mentionner. C'est ça qui me paraît chelou. Mais très bon documentaire si ce n'est ça. Et je trouve que c'est vraiment un docu qui fait quand même plutôt plaisir à voir, mine de rien. Et je trouve ça chouette d'avoir un docu comme ça qui puisse émerger. C'est plutôt sympa.